Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV pour le forum digital de l'agencement. C'est notre 5e émission et c'est une émission qui est consacrée aux réseaux sociaux. On a compris, pour les agenceurs, c'est important, les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est le nouvel Eldorado pour trouver des clients, pour dialoguer, pour montrer des réalisations et les savoir-faire. Mais le problème, c'est qu'il faut encore savoir bien s'en servir. Il faut bien cibler, il faut connaître les bonnes pratiques. Alors avec nos invités, on va essayer de voir quelles sont les bonnes pratiques et on va défricher un petit peu le terrain. Donc avec moi pour en parler, Rachel Munier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing chez Bloom. Monsieur Joël Goyer, vous êtes designer chez SFL, bonjour. Bonjour. Sophie Attia, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante de l'agence IDSA. Florence Monpeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la division JL Events, mais je n'ai deux divisions JL Events, excusez-moi. Philippe Jarnia, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes responsable marché de l'ameublement français. Notamment du groupement des équipementiers, absolument. Et du groupement des équipementiers, merci. Fabrice Poncet, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérant de La Fabrique. Et enfin, Marine Donnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes, responsable marketing et communication, Bies France. Pas responsable, mais oui. Pas responsable, moi je vous ai un petit peu irresponsable, on ne sait jamais, ça peut aider. Alors, on va commencer avec monsieur Fabrice Poncet. Monsieur Poncet, vous êtes agenceur. Je vais vous demander que vous nous racontiez un petit peu votre expérience. Donc, pourquoi les réseaux sociaux ? Pour commencer, pour faire un petit peu de mauvais esprit, j'aurais envie de dire que c'est d'abord tout à fait insuffisant parce que c'est un élément d'une stratégie globale en fait, en termes de communication. Donc ça ne suffit pas. Ouais, ça suffit pas. Mais après, je vais vous dire pourquoi c'est essentiel quand même. Donc allez-y. Mais voilà, pour nous, ça passe aussi par des choses très physiques. Je vous détaille pas tout, mais c'est aussi, par exemple, le flocage des camions propres et bien entretenus. Et donc, en fait, il y a un grand écart à tenir entre. Il y a tout un spectre à tenir en termes de communication entre le plus virtuel et le plus réel. Mais évidemment, c'est essentiel parce qu'on est dans un univers d'images et que les agenceurs, on a la chance de pouvoir proposer des belles choses. Et c'est évidemment sur ces réseaux sociaux qu'on va trouver non seulement nos clients, mais aussi nos prescripteurs, les architectes d'intérieur et décorateurs. Alors nous, on travaille, il y a beaucoup d'experts autour de la table. Nous, on est un peu des praticiens. On n'a pas forcément toujours les bonnes pratiques. Je crois que ce qu'on fait pas trop mal, c'est Instagram. Dans le fond, je ne sais pas si on le fait comme il faut, mais je sais que ça nous rapporte des clients. Régulièrement, on m'écrit, on me dit « Bonjour, je suis sur Insta, je voudrais que vous me fassiez ça, etc. » On utilise moins bien, je pense, LinkedIn de manière un petit peu trop occasionnelle, un petit peu opportuniste, je dirais. Twitter, on n'en parle pas, ça ne nous intéresse pas trop. Je suis presque en train d'abandonner Facebook parce que je trouve que c'est pas qualitatif. Alors on y met dessus des annonces de type quand on a une cabane à chutes en fait pour donner des chutes, donc là-dessus ça marche bien. Et puis dans le fond, ça serait très bien aussi qu'on fasse aussi Pinterest et aussi YouTube, mais on n'a pas le temps de tout faire. Voilà, on n'a pas le temps de tout faire parce que ça prend du temps de mettre en place tout ça. Ouais, complètement. Il y a d'une part ce qu'on pourra voir par la suite avec j'allais dire une expertise à acquérir et pour laquelle il est intéressant de se faire accompagner, mais ensuite c'est beaucoup de travail effectivement en termes de contenu. Qu'est-ce que vous montrez ? Qu'est-ce que vous apportez comme contenu ? Alors, la première question à se poser à mon avis, c'est qu'est-ce qu'on peut montrer que les autres ne peuvent pas montrer ? Parce que les réseaux sociaux par essence c'est des milliards de contenus, voilà. Et nous on a choisi de montrer deux choses principalement. Alors évidemment, on montre des réalisations, mais on essaie de montrer aussi les coulisses, voilà, le work in progress, le travail en atelier, les chantiers. En plus, petite astuce de communication, quand on prend une photo en cours de chantier, on est quand même moins, les clients et puis les auditeurs sont moins exigeants sur la qualité visuelle. Voilà. Et puis, on essaie aussi de montrer des gestes métiers, des choses qui se passent dans l'atelier, notamment avec des vidéos. D'accord. Et ça, ces vidéos, vous les mettez sur les deux réseaux sociaux dont on a parlé tout à l'heure, principalement ? Principalement sur Instagram et un peu sur Facebook. D'accord. Quel est l'intérêt d'Instagram pour vous par rapport aux autres réseaux sociaux ? Parce qu'apparemment, c'est celui-ci que vous travaillez le plus. Alors, je n'ai pas la sociologie exacte parce que j'avais cru lire que c'était des plus jeunes qui l'utilisaient beaucoup, mais nous, dans notre cible, on va dire
de femmes actives et branchées de 40 à 50 ans, on a un gros auditorat. Non, ça n'existe pas. On a quand même une grosse audience. Voilà. Une grosse et donc, audience. clairement, on est sur des clients qui sont des CSP+, qui sont intéressés par le design, la décoration, l'art de vivre, etc. Voilà, donc des gens qui, a priori, sont davantage sur les réseaux sociaux que d'autres. D'accord. Qu'est-ce que ça a impliqué pour votre entreprise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe à plein temps? Est-ce que comment ça se met en place? En fait, pour nous qui sommes des gens un peu pudiques, il a fallu se faire un peu violence. À la fabrique, on a en particulier on va dire une qualité de vie un peu spécifique avec une approche sociocratique sur le travail, avec des logiques de partage du pouvoir et de la richesse, etc. Bon, tout ça, c'est hyper intéressant, mais en fait, on n'a pas trop envie de le montrer parce que c'est notre vie privée. Voilà, c'est pas de l'extime, c'est de l'intime. Et donc, on essaye plutôt de montrer des choses qui sont publiques. Et puis, en termes de ton aussi, je trouve que c'est important de chercher le bon ton, une manière de parler qui représente ce qu'on est. Et là, en l'occurrence, chez nous, c'est Cécile à la fabrique qui est ébéniste, qui aime bien les réseaux sociaux, qui est assez active. Et en fait, c'est elle, notre community manager sur Instagram. Et donc, c'est son ton, c'est son écriture, c'est elle qui dialogue. Voilà. Ouais. D'accord. Il faut avoir envie, hein. Il faut aimer ça. Je crois qu'il faut un peu aimer ça parce que, effectivement, on reverra sans doute après que ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, il faut y trouver du plaisir. Voilà, ça prend du temps, il faut y trouver du plaisir et il faut aussi que quelque part ça vous serve. Oui, effectivement. Mais comme je vous disais, comme c'est un élément d'une stratégie, en tout cas nous à la fabrique, on n'a sans doute pas cette bonne pratique, mais on ne mesure pas clairement l'impact de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On le mesure plus d'une manière globale par rapport à l'ensemble de nos pratiques, on va dire, de communication. Alors, je reviendrai vers vous après, parce que vous allez apprendre aussi, peut-être comme moi, des autres expériences. Florence Monpeau, je vais vous demander une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Je trouve que je rejoins Fabrice sur beaucoup de points. Alors, c'est vrai que par rapport peut-être aux autres personnes qui sont dans ce tour de table aujourd'hui, j'ai une casquette un peu spécifique parce que au sein de GL Events, nous organisons Eurobois, qui est un salon professionnel pour le bois, les techniques de transformation et l'agencement, qui se tient tous les 2 ans. Donc, on n'a pas de produits, on n'est pas producteur de produits à proprement parler, et on a une temporalité qui est extrêmement courte puisqu'on a un salon qui déroule sur quelques jours tous les 2 ans. Donc, malgré tout, je suis très intéressée par ce que dit Fabrice, et moi aussi, j'ai beaucoup de choses à apprendre, et je pense que on est tous dans des logiques de test and learn sur ces sujets, et c'est extrêmement intéressant. Et je rejoins notamment Fabrice sur le fait que la stratégie sur les réseaux sociaux s'inscrit dans une stratégie marketing et communication beaucoup plus large. C'est un des outils, un des canaux qu'on doit utiliser, mais c'est pas miraculeux, et c'est certainement pas le seul qu'il faut utiliser. Pour le salon, on a défini des objectifs assez clairs. On sait qu'on veut communiquer sur les réseaux sociaux, pas que, on a parlé de support print, de PLV, etc. Il y a beaucoup d'autres choses qui font, mais sur les réseaux sociaux, pour faire de la notoriété, pour valoriser les entreprises et les partenaires qui sont sur le salon, qui sont présents sur le salon, dans le but de générer du trafic et de la venue de professionnels sur la manifestation. Donc, montrer pourquoi la manifestation va être intéressante. Et c'est pour ça que nous, on a choisi comme réseaux sociaux, non pas Instagram, parce que pour le coup, on n'a rien à présenter, mais on a choisi LinkedIn pour animer les professionnels. On a choisi Facebook parce qu'il y a encore beaucoup de pros qui sont présents sur ces réseaux. On a choisi YouTube parce qu'on a beaucoup de contenus qui sont produits à l'occasion du salon et qui sont du coup retranscrits sur YouTube. Et puis on a choisi Twitter parce qu'on sait que les journalistes aujourd'hui s'intéressent beaucoup à Twitter et utilisent beaucoup Twitter et que ça fait partie des axes et en tous les cas des réseaux qui nous permettent de travailler la notoriété du salon. Donc je dirais il y avait ces objectifs-là et puis l'objectif de détemporaliser le salon, de le faire vivre finalement avant, pendant, après la manifestation, dans le but toujours d'accompagner les entreprises qui sont présentes et de leur donner du coup une audience qui soit la plus large possible. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi en complément de ce que dit Fabrice, mais je pense qu'on se rejoint sur beaucoup de points, c'est que oui, ça fait partie d'une stratégie. Oui, ça doit se piloter parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en fonction de ce qu'on a prévu, on a plus ou moins de leads, on a plus ou moins d'adhésion au contenu qu'on va mettre en ligne. On a de la modération à faire, on a de l'instantanéité, on doit répondre aux commentaires qui ont été faits. Et puis, nous, on va assez loin dans l'analyse parce que, comme je le disais, notre objectif, c'est de mobiliser des professionnels à venir sur le salon
Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la captation du lead, la captation du contact. C'est-à-dire que derrière, on va pouvoir retravailler ces contacts, on va pouvoir leur envoyer du contenu dédié, on va pouvoir leur expliquer s'ils sont plutôt agenceurs ou si ils ont d'autres métiers, pourquoi ils ont intérêt à venir sur le salon. Sur le salon, la spécificité, c'est que on couvre de la première transformation jusqu'à l'agencement, l'ensemble des professionnels de ces différentes filières, on va dire, parts de marché. Donc, on est sur des publics qui ont des attentes extrêmement différentes par rapport à leur mobilisation du salon. Et ça nous aide beaucoup à segmenter nos communications, à avoir une communication qui soit du coup extrêmement précise. Alors, ça bien vous sûr, permet de cibler. Exactement. De cibler, du coup, d'être plus efficace, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous pareils, on reçoit une multitude de mails, une multitude d'informations, et qu'on est plus sensible à des contenus qui sont extrêmement bien ciblés. Donc moi, j'associe beaucoup la notion de réseaux sociaux à la notion de connaissance du client et du coup d'animation du client et de notre fichier client, on va dire derrière. Et pour moi, l'un ne va effectivement pas sans l'autre. Voilà. Alors, ce que vous avez aussi évoqué, oui, je vous en prie. Allez-y. C'est le sujet des compétences. Je crois que c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on a tous dans nos équipes des gens qui ont une affinité avec les réseaux sociaux et c'est sûr que on peut y passer beaucoup de temps, mais il y a aussi des vrais métiers, entre guillemets, qui ont émergé face aux réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, et qu'on n'a pas forcément dans nos entreprises aujourd'hui. Je pense à des gens qui sont spécialisés en traffic management, qui vont nous expliquer, par exemple, comment, en complément de la démarche qu'on fait sur les réseaux sociaux, on doit acheter des bons mots-clés pour générer du trafic et créer de l'adhésion et pouvoir animer notre groupe sur les réseaux sociaux. On a des gens qui vont faire du content management, c'est-à-dire comment publier les bons messages, comment bien les rédiger, dans une logique d'être bien référencé sur Google. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est des algorithmes derrière, mathématiques. Donc, il faut aller piéger l'algorithme. Oui, et ça doit se mettre en lien avec son site internet. C'est-à-dire que on doit aussi pouvoir, mais ça Sophie en reparlera certainement bien mieux que moi, mettre des balises dans son site internet, on doit travailler ses stratégies de référencement, enfin ça fait partie d'un ensemble de choses. C'est global, hein. Si je comprends bien, je suis obligé de vous interrompre un petit peu pour pouvoir passer la parole aux autres personnes. Je reviendrai vers vous, mais j'ai bien compris, hein, on a bien compris en fait la stratégie, et on voit bien aussi quand même la différence qu'il y a entre vous, JL Evans, un grand groupe, on va dire, hein, et Monsieur Poncet, dans lui aussi sa manière de faire. Hein. On voit bien quand même qu'il y a des échelles aussi, je pense, assez différentes. Maintenant, je me tourne vers vous, Madame Rachel Munier. Donnez-moi votre expérience et l'expérience Bloom. Pourquoi et comment? Alors, pourquoi les réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, le digital en règle générale est évidemment devenu incontournable dans une stratégie marketing en tant qu'une partie d'une stratégie marketing, incontournable encore plus évidemment depuis ces derniers mois. Et ce que je trouve absolument formidable avec les réseaux sociaux, c'est que là, on a déjà 2 témoignages où chacun est allé chercher des objectifs totalement différents et les obtient grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, je vais parler de l'expérience Bloom, où c'est encore une autre expérience et autre chose qu'on va chercher. Si je parle par exemple de Bloom France, on est présent depuis 2 ans sur YouTube, donc on avait, et ça c'est une contrainte ou un prérequis très très important quand on se lance sur les réseaux sociaux, c'est de bien définir les objectifs qu'on souhaite atteindre. On a vu avec Fabrice ou avec Florence qu'ils avaient leurs propres objectifs, mais c'est vraiment la base, c'est de bien savoir pourquoi on va sur les réseaux sociaux, ce qui va nous aider à choisir la bonne plateforme. Pour Bloom France, l'objectif c'était de vraiment donner une information technique, précise, immédiate à nos partenaires, directs ou indirects. Donc une info produit, une info de montage, de réglage sur un produit par exemple, ou même des infos plus inspirationnelles sur des meubles ou des solutions. Et donc après analyse, il nous a semblé que c'était YouTube la plateforme la plus pertinente pour ça. On se lance sur YouTube en décembre 2018 et en moins d'1 an, on a 100 000 vues. Donc imaginez le temps qu'il nous aurait fallu à nous, à nos équipes terrain, à nos distributeurs sur le terrain pour aller visiter les agenceurs, leur expliquer comment on monte, comment on règle un produit, leur donner de l'inspiration éventuellement sur des meubles. Pour atteindre ce chiffre de 100 000 vues, il nous aurait fallu certainement des années, alors que là, en une année avec YouTube, on a déjà pu atteindre ce public-là.
Donc ça, c'est l'objectif. Je vous interromps 30 secondes. Par rapport à ça, j'ai une question. Est-ce que ces vues, ces 100 000 vues, pour vous, sont aussi qualitatives qu'une visite chez un de vos clients ou est-ce que c'est quelque chose de différent qui vient en plus par rapport au travail que vous faites habituellement? Alors chez Bloom, et je pense que c'est pareil chez plein d'autres, il est très très évident et très clair que rien ne remplace le contact humain, le face-à-face, la rencontre, etc. Par contre, pour le coup, là, YouTube nous a apporté un accélérateur de communication phénoménal. C'est donc un énorme coup de pouce par rapport à un travail classique de terrain. Et autre avantage aussi avec le réseau social, c'est qu'on peut mesurer. On peut mesurer l'impact d'une vidéo et quand vous me demandez si c'est aussi qualitatif, on peut assez vite le savoir, par exemple avec YouTube, puisqu'on peut savoir combien de temps les gens ont regardé la vidéo. C'est-à-dire que s'ils l'ont quitté au bout de quelques secondes, on peut se dire qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé de transmettre de l'information. Par contre, si les gens sont allés jusqu'au bout de la vidéo, on sait que la vidéo est intéressante et les a aidés et a été pertinente. Donc ça, c'est aussi un formidable outil avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a en plus cette possibilité de mesurer l'impact qu'on a pu avoir ou pas. Et du coup, adapter les contenus suivants. Voilà, donc pour vous, YouTube a quelque chose d'important. Est-ce que vous allez ailleurs? Oui, alors on est depuis très très récemment, parce que ça fait 1 mois, qu'on a ouvert une page LinkedIn Bloom France. Donc là, c'est un autre objectif qu'on s'était fixé, c'était de donner de l'information directe, mais là, pour le coup, beaucoup plus tourné sur notre actualité. Actualité sur une nouveauté produit, actualité sur un nouveau service, mais également actualité tout simplement sur l'entreprise. Bloom transporte des valeurs qui nous sont très très chères et sur lesquelles on souhaite communiquer. Et là, LinkedIn est pour nous la plateforme qui semble la plus idéale pour transporter cette information d'actualité et de nouveau pouvoir mesurer. 2 réseaux, 2 approches différentes. Tout à fait. Et 2 objectifs différents. Voilà, avec des objectifs clairement définis dès le départ, c'est un point super important, il me semble, à souligner. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Je vois avec M. Goyer, Joël, vous chez SFL, comment avez-vous fait? Pourquoi, comment? Même question. Alors pourquoi, comment donc on travaille sur 2 types de plateformes. On travaille sur Pinterest, c'est la plateforme sur laquelle on travaille depuis 2 ans maintenant. En fait, on travaille sur cette plateforme. Nos clients, c'est du B2B. Et on travaille les réseaux sociaux. C'est un complément. C'est une façon de présenter les choses différemment pour un public aussi différent. C'est-à-dire que là, on classe les produits de façon déjà différente par rapport à nos catalogues, nos façons de présenter traditionnelles. Et là, on va s'intéresser par exemple aux particuliers qui cherchent des solutions d'aménagement d'un meuble de cuisine, pour améliorer son ergonomie, par exemple. Et le professionnel ne le propose pas forcément. Quand on va chez un cuisiniste, il ne va pas vous parler forcément d'accessoires. Donc nous, on utilise Pinterest, par exemple, pour donner envie ou donner l'idée au particulier et que ce particulier aille demander à notre client les solutions qui existent sur le marché. Ouais, par exemple. C'est une manière d'aller toucher le particulier. D'aller... Tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà, là, vous attendez un retour commercial. Oui, et après, on donne aussi, sur Pinterest, ça donne aussi des idées d'inspiration. On classe, par exemple, les produits ça peut être classé par couleur, par produit astucieux, on partage aussi, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on partage avec le client. Ça, c'est une notion qui est aussi importante, c'est de rapprocher, en fait, l'entreprise, enfin celui qui propose le produit à celui qui l'utilise. Ça, c'est une chose qui change dans le monde actuellement, c'est que les gens veulent se rapprocher du produit, de la conception un peu du produit, et donc on partage certaines choses, certaines réalisations de nos clients, ce qui peut inspirer d'autres personnes en fait. Alors, ça, c'est l'aspect Pinterest. Il y a l'aspect YouTube. Pourquoi YouTube? Et qu'est-ce que vous cherchez? Qui cherchez-vous à toucher avec YouTube et comment vous y prenez-vous? En fait, YouTube, on l'a démarré avec... ça, c'était l'aspect positif du confinement. C'est que quand on était en télétravail,
c'est pas qu'on s'embêtait chez soi, mais on avait plus de temps à la maison. Donc on a décidé de travailler sur une présentation des produits différents du catalogue, d'une image fixe. Et on a fait des petites vidéos. On a commencé par une vidéo à la maison. Et après, on a installé un studio ici et on fait des présentations animées donc, de nos produits. Donc on passe en revue tous les aspects du produit. C'est une façon de présenter plus ludique. Enfin, on fait ça de façon professionnelle, mais en gardant quelque chose, un aspect amateur et ludique pour que ça soit que les gens s'ennuient moins en fait. Oui, qu'on s'identifie peut-être. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc là, on cherche pareil. Là, on touche plusieurs types de personnes parce qu'on a forcément plusieurs types de vidéos. On a aussi bien une vidéo de pose du produit qu'on fait avec un poseur. Donc ça aide un peu comme Bloom le fait, ça aide à dédramatiser des fois la pose de certains produits. Donc ça, c'est pour toucher le poseur de cuisine. Après, on va toucher aussi le particulier ou nos clients pour bien montrer les différents aspects de notre produit esthétique, de pose, d'utilisation. Et en un temps assez court, puisqu'on fait des vidéos entre 2 minutes et 2 minutes 30 à peu près. D'accord. Là, donc, ça fait à peu près 6 mois, hein, on va dire. Ça fait 6 mois, oui, tout à fait. Succès garanti? Succès garanti. Alors, les réseaux sociaux, il faut savoir que c'est un travail qui se fait très, très régulièrement et sur le long terme. Après, c'est pareil, ça fait partie c'est un élément d'une stratégie globale. Donc, il faut que ça soit mis en place. Faut pas faire du one shot pour les réseaux sociaux, ça sert à rien. Il faut le faire régulièrement et pendant un certain temps pour que ça fonctionne. Mais on voit par exemple que nous sur Pinterest depuis 2 ans, on a à peu près entre 200 et 250 000 vues par mois sur les produits. Donc c'est quelque chose qui fonctionne quand c'est fait régulièrement. Il faut montrer aussi les choses de façon différente de ce qu'on fait on va dire en communication papier ou là, on peut montrer, comme disait l'agenceur qui était avec nous tout à l'heure, on peut montrer autre chose que des produits finis. On peut montrer des choses en cours de fabrication. On peut montrer de la pose. On peut montrer il faut faire les choses un peu différemment, peut-être un peu plus amateur. On peut partager des choses avec les gens. C'est complémentaire à la communication traditionnelle, on va dire. Voilà, complémentaire. Hein. Ça ne remplace pas, et ça, on l'a bien compris dès le début de notre échange. Merci, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Et maintenant, je m'adresse à Marine Donnet pour Bies France. Alors, pareil, vous avez mis en place une stratégie, hein, et je vais vous demander de nous faire partager votre expérience. Alors nous, chez Bies France, on est présent sur 3 réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn depuis maintenant bientôt 4 ans. Initialement, on s'est mis sur les réseaux sociaux pour avoir une vitrine, puisque tout le monde s'y met et c'est vrai que c'est important. Quand on fait une recherche, même sur Google, très, très souvent, c'est aussi les réseaux sociaux qui sortent en premier. Et on s'est très vite rendu compte que ça pouvait devenir une vraie force de vente. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, bientôt 2 ans, notre stratégie marketing et de communication s'axe de plus en plus sur le digital et donc sur les réseaux sociaux, entre autres. Donc pourquoi ces réseaux sociaux-là? Alors Facebook, donc comme je vous l'ai dit, c'était essentiellement une vitrine. On y poste nos actualités, des informations corporate sur le groupe, nos nouveautés produits, etc. Mais on se rend compte, comme Fabrice le disait au tout début, que c'est une audience pas tellement qualitative. Donc on garde ce réseau social-là, mais plus pour vitrine qu'autre chose. Et à côté de ça, donc Instagram et LinkedIn qu'on développe de plus en plus. Donc Instagram qui est beaucoup plus visuel, donc qui permet de faire un feed, comme on appelle ça, très qualitatif. Donc, Alors feed, est-ce que vous pouvez me l'expliquer, moi qui suis un vieillard et qui ne parle pas ce langage de la novlangue? Pas de souci. Un feed, donc c'est la liste de toutes les photos. Instagram, en fait, on poste des photos. Et donc, c'est toutes les photos mises les unes à côté des autres. Et donc, c'est quelque chose de très visuel, en fait. C'est tout simplement de l'esthétisme. Et c'est très apprécié sur Instagram. Et c'est essentiellement, il y a beaucoup d'entreprises qui soignent leur feed, puisque c'est important sur ce réseau social-là.
et sur ce réseau social. Social. Et donc Instagram, donc aussi pour le côté proximité, puisque c'est un réseau social qui permet de faire des stories. Donc jouer un peu sur montrer des backstage de l'entreprise, montrer comment les employés travaillent. C'est un côté un peu plus sympa que les autres réseaux sociaux, peut-être un peu moins professionnel, mais du coup qui montre un autre aspect de l'entreprise. C'est convivial. C'est ça, c'est très convivial. Et il y a quand même énormément de professionnels dessus, donc c'est très intéressant aussi. Et ça touche aussi une autre cible, peut-être un petit peu plus jeune également. Donc, quand on a une clientèle diversifiée, ça peut être intéressant d'être sur ce réseau social-là. Voilà, je vais vous demander d'accélérer un petit peu et de nous parler de LinkedIn. Oui, et LinkedIn. LinkedIn, donc, qui est très, très professionnel, qu'on développe de plus en plus également. Donc là, dans ce cas-là, c'est pour étendre le réseau et on touche vraiment une cible qualifiée et très, très professionnelle. Donc, c'est très intéressant pour les entreprises. Et on essaye de faire de nos commerciaux des ambassadeurs. Donc, on a une page groupe, nous, mais on essaie aussi de mettre nos employés sur LinkedIn pour étendre encore plus le réseau social. Et donc, on y poste aussi de l'actualité et nos commerciaux repartagent nos posts. Et comme ça fait un effet boule de neige et il y a de plus en plus de contacts. Voilà, d'accord. Voilà. Si j'ai bien compris, vous utilisez ce réseau un peu comme Bloom, c'est pour de la notoriété entreprise. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Vous n'attendez pas forcément un retour, à part de la notoriété, ou est-ce que vous en attendez des contacts? On a de nombreux contacts sur LinkedIn. Donc oui, puisque c'est justement une cible très qualifiée, très professionnelle. Donc on a de nombreux contacts et de nombreux leads, comme disait Florence tout à l'heure, avec LinkedIn. Merci, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Maintenant, je me tourne vers Sophie Attia. Bonjour, rebonjour. Mais comme ça fait longtemps qu'on a fait des présentations, je vais vous demander de nous faire de nous dire ce que ça évoque pour vous, là, tout ce qu'on vient d'entendre. De nous faire un petit peu une synthèse. D'accord. Écoutez, moi, je prends la parole en tant que nous sommes une agence de marketing digital et de social selling, mais je vais surtout prendre la parole parce qu'on s'occupe de la rédaction d'un site qui s'adresse aux agenceurs et aux architectes d'intérieur qui s'appelle Solutions Agencement. Donc, j'en profite pour faire un peu de publicité pour ce site. Et on a récemment rédigé un article justement sur comment les agenceurs peuvent profiter des réseaux sociaux. Et ce qu'on a remarqué en rédigeant cet article, c'est que vraiment la première étape, peut-être, comme chacun l'a dit, c'est de choisir le bon réseau en fonction de ses objectifs. Et ça, il n'y a pas un réseau idéal pour les agenceurs. Ça dépend vraiment de l'objectif qu'on va avoir, mais aussi de la cible qu'on a. Par exemple, si on travaille avec les restaurants, le commerce, on va peut-être aller sur Facebook parce que ces personnes-là, ces professionnels, sont eux-mêmes sur Facebook pour communiquer avec leurs clients, par exemple. Instagram, ça reste un basique, je dirais, de l'agencement parce que c'est vraiment un monde très, très prisé des gens qui aiment l'architecture, l'art de vivre, la déco, etc. Et sur LinkedIn, on va plutôt avoir un objectif corporate, c'est-à-dire de communiquer pour son entreprise, mais aussi un objectif commercial. Comme le disait Marine, le plus efficace sur LinkedIn, c'est vraiment d'engager ses collaborateurs et notamment les commerciaux avec leur propre profil. Parce que sur LinkedIn, on se rend compte que les profils des gens sont beaucoup plus efficaces que les pages des entreprises, par exemple. Parce qu'on est dans le monde des affaires et que les gens veulent se connecter à d'autres gens et pas forcément à des pages d'entreprise. Donc, vous voyez qu'en fonction des objectifs, en fonction des cibles aussi de clientèle que l'on a, on va choisir des réseaux différents. D'accord. Et ensuite, on peut parler des contenus. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, parce que là, on a parlé des réseaux. Dites-nous ce qu'il faut mettre, quels sont les contenus, peut-être en fonction des différents réseaux, mais pas seulement. Oui, en fait, au niveau des contenus, comme tous l'ont dit aussi, il est important d'essayer de varier la communication et d'être le plus authentique et le plus proche des gens que possible. Donc, pour les agenceurs, il y a plusieurs types de contenus. Il y a d'abord les réalisations.
soit en cours, soit vraiment terminées. Ça marche super bien. Hein. Les gens adorent, notamment sur Instagram, s'inspirer en voyant des réalisations. Donc, poster les réalisations, ça, c'est vraiment un contenu de choix pour les agenceurs. Il y a aussi le avant-après. Ça marche très, très bien. Hein. Faire une photo avant, une photo après. Ça fonctionne très bien. Et on peut montrer les coulisses, comme le disait Fabrice, montrer les coulisses de l'entreprise, parce que le métier des agenceurs ou des menuisiers, c'est vraiment un métier graphique, et puis on peut montrer un savoir-faire, on peut montrer des gens en train de travailler. Et ça, c'est aussi très, très prisé sur les réseaux sociaux. Ça permet non seulement de se rapprocher des gens, mais aussi de montrer un vrai savoir-faire que les entreprises ont. Donc ça, c'est très positif. Et puis, je dirais aussi que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas parler que de soi et de son entreprise, mais on peut aussi simplement poster des images d'inspiration pour les gens, qui ne sont pas forcément des réalisations qu'on a fait soi-même, mais simplement pour inspirer ses clients, parce qu'on est aussi là pour faire une conversation, amener du conseil. Et c'est important aussi de ne pas être trop commercial dans cette communication sur les réseaux. Ce n'est pas que du business. C'est de la notoriété, c'est se montrer, c'est apporter des solutions et peut-être d'une manière un peu plus altruiste. Oui, je pense que le mot à retenir peut-être, c'est conversation. On est là pour faire une conversation avec ses clients, ses prospects. Donc on peut parler de son entreprise, de ses produits, de ses collaborateurs, mais aussi d'autres choses qui peuvent les intéresser. Je vais juste... le temps passe et en fait, on a beaucoup parlé déjà. Je ne vais pas vous demander une conclusion, je voudrais juste qu'on parle quand même de notoriété, de la difficulté, parce que là, on a parlé des aspects positifs des réseaux sociaux, il y a des aspects très négatifs, on le sait. Comment on gère la notoriété rapidement ? Alors pour la notoriété, moi, ce que je dirais, c'est d'abord qu'il faut y passer du temps. Comme beaucoup l'ont dit, il faut s'inscrire dans la durée, parce qu'on ne peut pas construire une notoriété sur les réseaux comme ça en quelques jours. Et très souvent, ça c'est un peu le côté négatif, il va falloir payer. C'est-à-dire que de temps en temps, quand on a besoin d'accélérer sa visibilité, eh bien un petit boost entre guillemets publicitaire sur Instagram ou Facebook, ça peut aider. Alors ça coûte pas très cher, hein, c'est des tickets de 10 €, 50 €, donc c'est pas forcément des très gros budgets, mais de plus en plus ces réseaux incitent à payer pour accélérer sa visibilité. Alors, je parlais de notoriété, mais je parlais aussi de réputation. C'est-à-dire que très vite, on peut avoir une mauvaise réputation. Une mauvaise réputation, ou avoir des gens qui peuvent éventuellement venir. Est-ce qu'il faut avoir un modérateur ? Est-ce qu'il faut intégrer ces questions-là aussi ? Généralement, le réseau le plus dangereux pour ça, c'est vraiment Facebook. C'est sur Facebook qu'on voit que les entreprises ont le plus de commentaires négatifs, de gens qui s'en servent un peu comme un déversoir de mécontentement. Et donc, quand on a une page Facebook, effectivement, il faut vraiment tout le temps la surveiller. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre rapidement à des commentaires négatifs, mais aussi aux commentaires positifs. En tout cas, un commentaire négatif, il faut y répondre très rapidement de façon à ne pas laisser traîner ce genre de choses. Sur les autres réseaux, je dirais que le danger est beaucoup moins grand. Sur LinkedIn, il y a très très peu de ce genre de choses parce qu'on est vraiment dans le monde des affaires et tout le monde est assez policé, je dirais. Donc c'est très rare. Nous, chez nos clients, on n'a jamais eu ce genre de problème sur LinkedIn. Et sur Instagram, c'est pareil, c'est assez rare d'avoir des problèmes avec des commentaires négatifs de clients. Donc je dirais que le réseau qui est le plus à surveiller pour ça, c'est certainement Facebook. Voilà. Et on a vu que ce n'était pas celui que nos amis utilisaient le plus. Je vais vous poser à chacun une dernière question qui va être à peu près la même pour tous. Je vais vous demander, en gros, de me donner un exemple de bonne pratique, de quelque chose qui vraiment vous a surpris et qui vous a aidé à tous à aller sur Instagram, excusez-moi, à aller sur les réseaux et vous a surpris par la qualité de ce que ça pouvait vous rapporter en termes de notoriété, de business ou d'autres. On va commencer, par vous, Monsieur Fabrice Poncet. Alors, pour la notoriété, moi, ce que je dirais, c'est d'abord qu'il faut y passer du temps. Comme beaucoup l'ont dit, il faut s'inscrire dans la durée. Ça marche super bien. Comme beaucoup l'ont dit, il faut vraiment y passer du temps. Et
Moi, je reprendrais le terme de Sophie autour de la conversation et avec altruisme aussi, en fait, que ce soit dans des newsletters qu'on peut adresser ou sur les réseaux sociaux, dire du bien des gens avec qui on travaille et mettre en valeur des choses qui ne sont pas de notre fait, mais qu'on trouve belles. Je trouve que c'est aussi une bonne manière d'avancer et de sortir de quelque chose qui est trop publicitaire. Ouais, ne pas repartir dans la publicité, mais faire vraiment autre chose. Exactement. Voilà. Vous, ça vous a vraiment apporté? Aujourd'hui, vous êtes satisfait? C'est pas trop chronophage? C'est un équilibre. C'est un équilibre, d'accord. Et on pourrait en faire plus et ça serait plus efficace. Comment comptez-vous faire un peu évoluer les choses? Sincèrement, je crois que je vais sortir de Facebook. Voilà, pour des aspects qui ne concernent pas directement notre métier, mais Sophie l'a dit, c'est devenu un déversoir qui génère beaucoup de haine, parfois, disons-le, dans notre société. Voilà. Les gens n'ont pas de filtre sur Facebook. Et donc, je pense qu'on va continuer à bien travailler sur Instagram, continuer sur vraiment sur des gestes, de la vidéo, et puis peut-être travailler mieux les stories aussi, comme le disait Marine tout à l'heure, qui est quelque chose qui est un instantané, qui apporte un peu de connivence. Voilà, on va dire les histoires en français alors. Vous avez raison, on va dire les histoires. Merci. Rachel Munier, dites-nous, vous, qu'est-ce qui vous a surpris, enfin, dans votre pratique, quelque chose de positif? Je crois que je citerai pendant le premier confinement, donc tout le monde est en télétravail et on se demande comment garder le lien avec nos clients. Et on a l'idée de faire des tutos, donc des petits modes d'emploi pour utiliser nos produits, des choses courtes mais précises, techniques, etc. Pour dire, ben voilà, pendant ce confinement-là, puisque les gens sont à la maison, profitons-en pour se former, s'informer, etc. Et les commentaires reçus suite à ces tutos, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur et on se dit que oui, ça a servi à quelque chose très très clairement pendant notamment ce confinement. Ça nous a permis de garder un lien avec nos clients et partenaires et puis de leur apporter un petit truc en plus. Et les commentaires ont prouvé que ça avait été utile. Donc voilà, c'est quelque chose on a beau être sur le digital, il y a malgré tout cette proximité qui peut... Il y a encore un peu d'humain, il y a de l'humain quand même. Merci. Joël Goyer, à vous sur les bonnes surprises, sur les pratiques. Les bonnes surprises, un peu dans le même esprit que Rachel, en fait, nous, on a créé notre chaîne YouTube donc pendant le confinement. Et en fait, le réseau social, il sert pas forcément qu'à l'extérieur de la société. C'est-à-dire que nous, les vidéos, elles sont faites en interne, et ça permet à tous les gens de la société, si on est une société avec un certain nombre de personnes, de mieux connaître les produits et de voir la société un peu de façon différente, un peu plus transverse en fait. Donc ça, c'est un aspect aussi qui est intéressant dans les réseaux sociaux, je trouve. D'accord. Donc pour l'instant, c'est que du positif, ce que j'entends, hein, autour de cette table ronde. Alors, Marine Donès, cette fois-ci, même question pour vous. Oui, alors moi je dirais en bonne pratique qui a bien fonctionné pour nous, c'est de faire participer le client, c'est-à-dire que dans la mesure du possible bien sûr, mais le taguer ou le notifier sur les posts qu'on fait, que ce soit sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, et on se rend compte en fait que ça crée de l'engagement puisque le client est content d'être, quand ça s'est bien passé, d'être sur la publication, d'être tagué. Ça lui fait lui aussi une petite publicité si c'est une entreprise de son côté. Et en fait, il y a beaucoup de partages, il y a beaucoup de commentaires qui sont faits sous ces publications. Et donc, on parlait d'algorithme tout à l'heure et on se rend compte en fait que ça joue beaucoup sur l'algorithme et que ça met en avant ces contenus-là. Donc voilà, une petite bonne pratique que je pourrais donner. Voilà, donc taguons-nous. C'est ça. C'est ça. Ok, merci. Alors, maintenant, je vais revenir à Florence Monpeau. Un petit commentaire sur tout ce qu'on vient d'entendre. Et puis, pareil, je vais vous demander à vous, quelles sont les bonnes pratiques. Enfin, une bonne pratique, enfin, quelque chose qui vous a surpris, qui fonctionne bien. On est dans le conseil.
qui est intéressant dans les échanges qu'on a aujourd'hui, c'est que malgré finalement la diversité de nos profils, on se rejoint tous sur, je pense, la philosophie ou l'approche qu'on conduit dans nos entreprises avec nos moyens, etc. Moi, en termes de bonnes pratiques, ce que je voudrais partager aujourd'hui, c'est l'exploitation de la vidéo. Je crois que c'est Fabrice qui le disait tout à l'heure, c'est facile de réaliser des petits contenus vidéo. Et je pense que, et on l'a évoqué aussi, quand on est sur des valeurs de réhumanisation de la relation, d'altruisme, etc., les réseaux sociaux permettent ça aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, qui n'avons pas de produits à présenter en tant que salon, ça nous permet par contre de mettre en avant des hommes, des femmes, des entreprises qui réalisent, qui font, qui ont une expertise. Et je trouve que c'est une belle opportunité. Et effectivement, comme le disait Marine, on s'aperçoit que quand on poste ce genre de contenu, il y a une adhésion très forte qui se fait. Et je trouve que c'est un beau canal de communication. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, moi, j'ai pas forcément envie de partager des expériences négatives parce que déjà, j'en ai pas forcément des très marquantes ou qui ont vraiment impacté le salon. Je parlais d'expériences positives. Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'en tous les cas, c'est aussi beaucoup d'humilité sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... on ne sait pas forcément comment les choses vont évoluer, comment la société va évoluer. Tout est assez volatile finalement. Donc, il ne faut pas hésiter à, même si Sophie l'a dit, de façon sécurisée, etc., pour son entreprise, sa communication, tester des choses et essayer des choses. Je crois qu'on a un champ des possibles qui est assez large. Et on voit bien qu'avec nos différentes expériences, il y a beaucoup de créativité qui peuvent s'exprimer autour des réseaux sociaux. Et je trouve que c'est une belle façon de réinventer la communication et le marketing. Merci. Merci à vous. Et Sophie Attia, on termine avec vous sur cette question des réseaux sociaux. Moi, je voudrais votre œil de communicante sur ce que l'on vient d'entendre et le conseil du pro, on va dire. Je dirais que mon conseil, ou en tout cas ce que je retiens pour les agenceurs, c'est vraiment la complémentarité d'Instagram et de LinkedIn. Je pense que c'est vraiment les deux réseaux qui ressortent dans cette profession. Instagram comme une très belle vitrine institutionnelle de l'entreprise et LinkedIn plutôt un outil pour chacun des collaborateurs ou des dirigeants pour relayer en fait les contenus de l'entreprise et se mettre en contact avec des clients potentiels. Voilà. Donc les deux axes sur lesquels il faut travailler en fait. Tout à fait. Oui, il y a toujours un objectif, je pense, un objectif plutôt marketing, vitrine, communication. Et là, on est plutôt sur Instagram. Et après, un objectif plus commercial, comme disait Florence, pour avoir des leads, pour pouvoir détecter des projets, prendre des contacts. Et là, on est plutôt sur le territoire de LinkedIn. Merci à vous. Et je me tourne maintenant vers Philippe Jarnia. Alors, Philippe, vous avez écouté ça, j'imagine, de manière attentive. Une petite réaction, s'il vous plaît. Non, je bois ces paroles parce qu'effectivement, c'est des métiers un petit peu nouveaux et on apprend tous un petit peu à s'en servir. Il y a une nouvelle génération qui est experte dans ces domaines et il y a des outils qui ont été prononcé là dans cette conversation que je trouve très utile dans la qualité de la photo, dans la manière de raconter l'histoire, de raconter des coulisses, de remettre de l'humain, etc. Mais voilà, si on applique bien tous ces outils, on a vraiment de quoi, excusez-moi le terme, cartonner sur les réseaux sociaux et améliorer sa communication auprès d'un réseau qu'on veut cibler. Ça me paraît indispensable, tout à fait. Alors, avec vous, on ne va pas parler que de réseau, on va parler d'une campagne de communication que vous avez lancée, mais avant, on va regarder une petite vidéo. Alors, on a vu, on parle de bois français, si j'ai bien compris, de meubles français plutôt. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, en fait, il y a deux niveaux. Nous, notre rôle, il est fédéral, donc il est on ne va pas remplacer ce que font les entreprises très bien, on va plutôt agir sur le collectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à plusieurs qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Et on a mis une échelle à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de regrouper des équipementiers
dans une communication qui se veut effectivement collective. Et donc, ça a donné la création de Solutions Agencement, qui est un comment dirais-je, un site internet dans lequel on va trouver des solutions, mais on va parler des produits, mais de manière élégante, j'allais dire, en montrant surtout des réalisations, des témoignages avec les clients, avec les agenceurs, pour montrer qu'effectivement, on n'est pas là que pour sortir des composants, mais on est là pour rendre, entre guillemets, la vie meilleure et le cadre de vie plus innovant. Donc ça, c'est la première partie. Et ce métier d'agenceur et ses équipementiers font partie d'une grande famille qui est celle de l'ameublement. Et avec la crise qu'on a connue depuis le mois de mars, on a effectivement lancé une campagne pour défendre l'ameublement français, le fabriquer dans nos régions et les gens qui étaient dans cette démarche-là. Et on a eu une campagne réussie techniquement, entre guillemets, mais on a eu aussi une campagne qui a fait, la vidéo que vous venez de voir, elle a fait 10 millions de vues. Donc on s'est dit, à la fois, bon, on a bien réussi ce qu'on a fait, mais ça correspondait peut-être aussi à un certain moment à une attente, quoi. Et là, on comprend tout l'avantage des réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure. Ah ben carrément. Et aujourd'hui, on a une campagne qui est à la fois bien positionnée dans la démarche, mais en plus, excusez-moi le terme, ce qui est génial, c'est que chaque agenceur peut se l'approprier en prenant en photo des membres de son équipe et en la collant dans la fiche sur laquelle il va pouvoir communiquer. Donc, c'est un outil personnalisable pour nos adhérents et ça permet de surfer, entre guillemets, sur cette communication. Alors, c'est une communication opportuniste, entre guillemets, je n'aime pas utiliser le terme, mais en tout cas, elle sort sur un moment où il y a une vraie appétence sur des savoir-faire, sur des vrais gens, sur des savoir-faire français, sur des entreprises qui sont partout dans nos régions. Et voilà, donc c'est un message positif, souriant, voilà, que les gens ont envie de voir en ce moment, quoi. Donc, on s'appuie sur des gens qui ont des techniques et de l'innovation, des brevets, des vrais parcours formidables. Mais derrière, on est dans un message qui est hyper positif, quoi. On est là pour rendre le cadre de vie meilleur. On l'a vu pendant toute cette semaine, hein, on a parlé de confinement, d'hygiène, de travail à domicile, enfin toutes les mutations qu'on a et tous ces équipementiers apportent des solutions. Et c'est pour que les gens se sentent mieux chez eux, voilà, tout simplement. Hein, ils trouvent un peu de bonheur dans leurs aménagements. Donc, voilà, meublez-vous français. Un joli message. Un joli message. Ça va durer combien de temps cette campagne? On en est où On la continue dans le sens où on a commencé au mois de mars avec une approche grand public, domestique. Et là, on lance une deuxième vague avec la partie plus professionnelle. Avec, on va parler des hôtels, des restaurants, du mobilier urbain, de la collectivité, des écoles, enfin partout parce que le meuble est partout. Et on a des entreprises dans chaque secteur qui ont des très belles réalisations. Donc, finalement, on fait partie de cette grande famille de l'aménagement. Donc, on va continuer. Et là, c'est déclinaison, bien évidemment, sur la vidéo, mais sur les mails, sur les réseaux sociaux et bien évidemment sur tous les supports. Voilà, et j'imagine qu'on a toutes les infos sur le site Solutions Agencement. Oui, absolument. Une dernière question, Philippe. On termine donc ce cycle de ce forum digital de l'agencement. Je voudrais avoir votre réaction sur ce que vous avez entendu pendant toute cette semaine. Vous avez commencé un petit peu tout à l'heure et donc je vous laisse finir. Je suis ravi parce que en fait, on avait une image qui était un petit peu difficile, qui était de dire convaincre un agenceur de s'ouvrir à des nouvelles techniques, à des nouveaux composants, à des nouveaux process. C'est pas toujours simple. Donc, on s'est dit, dans un premier temps, on va créer des universités d'agencement dans nos centres de formation parce que c'est plus facile à convaincre un apprenti qui a envie d'apprendre à fréquenter nos supports parce qu'il n'est pas contraint dans ses habitudes. Bon. Et les universités d'agencement, on les a fait à Lyon, dans différentes régions, etc. Là, on passe dans un autre domaine, un peu contraint parce qu'on dit on ne peut plus faire du physique, donc on va faire du virtuel. Mais d'un seul coup, on a une vision nationale très ouverte qu'on peut revoir en replay, etc. Ben finalement, est-ce que il n'y a pas des avantages aussi à faire ça, quoi? Donc, on en revient à tout ce qu'on s'est dit dans la semaine. C'est dans toute crise, il y a des opportunités. On ne reviendra pas complètement comme avant.
on va certainement être sur des démarches hybrides avec du physique parce qu'on en a besoin, vraiment beaucoup. Et puis aussi du virtuel, du digital. Et il faut un peu des deux parce que, voilà, alors il faut tous qu'on prenne nos habitudes, qu'on achète les bonnes lampes, les bons micros, les bons réseaux, qu'on s'habitue un petit peu à ces démarches. Mais franchement, moi, il y a de quoi tirer des outils formidables pour les agenceurs. Alors, on va voir si le format est apprécié. On va faire une petite enquête. C'est la première fois pour nous, mais on avait des spécialistes des réseaux sociaux tout à l'heure, donc on va voir ce qu'ils sont capables de faire. Oui, absolument, absolument. Mais on apprend, on y prend goût. Voilà, et puis si ça marche, on continuera. Écoutez, merci à vous tous, merci Philippe et merci à vous tous pour cette émission donc très riche d'enseignements sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il y a un chat en ligne et n'hésitez pas donc à poser vos questions. Le forum de l'agencement est terminé. Vous aurez la possibilité de revoir toutes les émissions, ces 5 émissions en replay. Et en attendant, je vous invite à visiter le site internet solutionagencement.com et puis vous y trouverez toutes les informations dont on a parlé tout au long de cette semaine. Merci à vous. Merci Stéphane et à vous et à tous.